Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on revient sur le contenu de votre livre, Discipliner la finance, et il y a une idée assez cruciale qui est développée dans cet ouvrage, c'est que la mondialisation est achevée. Très bien, alors si c'est le cas, est-ce à dire que la montée des inégalités est derrière nous ? Alors d'abord, il faut rappeler comme élément de contexte qu'on commence à voir des bilans de la mondialisation. Mondialisation, ça commence, la vraie, début des années 90, c'est l'ouverture des échanges avec les émergents qui commence vraiment dans les années 90. On savait ce que ça allait faire, simplement ça n'a pas été vraiment beaucoup débattu, ni débattu de façon très transparente. Quand vous ouvrez les échanges entre les pays émergents et les pays riches, vous savez que vous allez transporter l'industrie bas de gamme vers les pays émergents, c'est exactement ce qui s'est produit, et donc vous allez perdre les emplois dans l'industrie bas de gamme qui vont aller dans les pays émergents. L'industrie bas de gamme, c'est la classe moyenne, c'est pas les classes les plus populaires, c'est les emplois industriels quand même. Et donc on a eu de très grandes destructions d'emplois industriels et tous les emplois de services liés à l'industrie dans les pays de l'OCDE, transportés dans les pays émergents, et en particulier en Chine, et pour nous en Europe, vers l'Europe centrale. Et donc on a eu exactement ce qu'on savait, la globalisation, elle a considérablement réduit la pauvreté mondiale, mais ça vient d'un effondrement de la pauvreté dans les pays émergents, et d'une hausse de la pauvreté dans les pays riches, puisque les emplois de la classe moyenne sont partis dans les émergents. Donc la classe moyenne des pays riches s'est appauvrie, et la classe moyenne des pays émergents est apparue d'ailleurs, et puis s'est enrichie. Voilà, donc ce bilan, si vous voulez, il est difficile après, parce que si vous prenez un point de vue mondial, ce bilan de la globalisation est très positif. Le monde a beaucoup moins de pauvres qu'avant la globalisation. Mais si vous prenez... Dans les pays matures... Si vous prenez le point de vue français ou américain, vous dites, oula, on a fabriqué ce que vous savez qu'on appelle chez les économistes de Staff-Romo de bipolarisation du marché du travail, c'est-à-dire que les emplois intermédiaires disparaissent, au profit un petit peu des emplois très qualifiés, la finance, les nouvelles technologies, le management, etc., et beaucoup des emplois très peu qualifiés dans les services à la personne, le transport, la distribution. Et donc les emplois du milieu, on pourrait dire, ont disparu parce que... Voilà. Alors, je reviens maintenant sur votre question sur les inégalités. On a des essais de mesure de la responsabilité des différents facteurs sur la montée des inégalités dans les pays de l'OCDE, ou, ce qui donne à peu près les mêmes résultats, sur les destructions d'emplois industriels. Et il faut quand même relativiser la globalisation. C'est, je dirais, à peu près 20, peut-être 25% du problème, 20 à 25% des destructions d'emplois industriels ou des destructions d'emplois intermédiaires ou donc de la montée associée des inégalités viennent de l'ouverture aux échanges avec les émergents. Alors d'où viennent les 75 autres c'est la technologie, c'est les robots. Par exemple, quand vous mettez un robot dans une entreprise industrielle en Europe, en moyenne, vous détruisez 3 emplois dans cette entreprise. Et donc 75% ou 80%, c'est la technologie. Donc il ne faut pas non plus tout rejeter sur la globalisation. Et le problème technologique est d'ailleurs massif, puisque le progrès technologique que nous avons aujourd'hui, pour ça l'intelligence artificielle, détruit les emplois répétitifs intermédiaires. Donc les emplois dans l'industrie, les gens qui travaillent dans les agences des banques, enfin vous voyez, qui sont des emplois, c'est pas des emplois... Mais on vient de dire que ça va être créateur de valeur et d'emplois demain. Oui, mais alors on a le même débat sur les robots finalement que sur la globalisation. C'est-à-dire, quand vous mettez un robot dans une entreprise, vous améliorez l'efficacité, donc il y a plus de revenus. Simplement, ce plus de revenus, on a des travaux allemands assez extraordinaires sur la robotisation qui nous montrent que quand on met un robot dans une entreprise, en général industrielle, comme je disais avant, on détruit 3 emplois dans cette entreprise, mais ça crée plein de revenus, puisque le robot crée de la productivité. Ce revenu permet de créer 5 emplois de service dans le bassin d'emploi de l'entreprise, mais qui sont des emplois assez peu qualifiés. Donc à la fin, vous avez 2 emplois en plus, mais vous avez 3 emplois qualifiés en moins et 5 emplois peu qualifiés en plus. Mais vous avez plus de PIB, il y a plus de revenus, quoi. Et donc, sauf qu'on a bien un déclassement social qui est produit. Oui, mais dans le même temps, si vous ne mettez pas le robot, vous perdez du revenu, puisque le robot fabrique du revenu. Simplement, ce revenu est après
dépenser sur les services. Vous voyez, c'est le syndrome californien. Quand vous avez des gens très riches, et du coup, vous avez une explosion des services pour les gens très riches autour d'eux, et les emplois intermédiaires, eux, disparaissent, quoi. Et ça, évidemment, socialement, c'est extraordinairement compliqué, parce que vous créez des inégalités, vous arrêtez totalement la mobilité sociale, qui s'arrête dans un pays comme la France, où quelqu'un de la classe moyenne, des classes populaires, aura très probablement ses enfants qui seront dans les classes populaires et pas dans la classe moyenne, comme c'était le cas avant, parce qu'il n'y a plus de classe moyenne, quoi. C'est devenu beaucoup plus maigre. Et puis, ça crée évidemment des tensions politiques et sociales tout à fait compréhensibles. C'est très différent des révolutions technologiques du passé, où ce qu'on détruisait étaient les emplois les moins productifs et les moins bien payés. Aujourd'hui, les emplois qui disparaissent avec les robots, c'est pas du tout les emplois les moins bien payés, c'est les emplois du milieu. Alors, je reviens. Là-dedans, la globalisation a joué un rôle, mais à nouveau, c'est 25% du total, quoi. Donc, on ne peut pas attribuer à la globalisation tous nos problèmes d'inégalité. Cela dit, cette fin de la mondialisation, on reviendra à la bipolarisation du marché du travail, parce que c'est tout de même une question cruciale et essentielle aujourd'hui, mais cette fin de la mondialisation, elle se manifeste comment ? Alors, on a fabriqué à partir des années 90, quand on dit la globalisation, ça prend en fait essentiellement la forme de ce qu'on appelait les chaînes de valeur globales ou mondiales. C'est-à-dire qu'on a éclaté la production des biens entre plein de pays, y compris des pays extrêmement lointains, comme les pays d'Asie, etc. Oui, c'est le concept de la vous l'avez dit, segmentation de la production. Ça a eu un effet sur le commerce mondial. Oui, alors ça a fait, bien entendu, croître énormément le commerce mondial. Si vous fabriquez une voiture dans 15 pays différents, il y a toutes sortes de pièces qui circulent dans tous les sens. Donc le commerce mondial a cru plus de 2 fois plus vite que le PIB mondial dans les années 90 et au début des années 2000. Et on a fait ça parce que ça utilisait les coûts du travail plus faibles dans certains pays ou des avantages comparatifs. Les Chinois sont bons pour faire des pièces industrielles. Et voilà. Et donc on a eu cette énorme explosion des chaînes de valeur Sauf globales. Que les salaires ont commencé à augmenter dans les pays émergents aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, depuis 10 ans, on voit un mouvement différent qui est un mouvement de retour de la production auprès des acheteurs finaux des biens. Alors, qu'est-ce qui déclenche ça ? C'est la montée des salaires, comme je le suggère ? Oui, c'est une des causes. Auprès, il faut être prudent. C'est auprès au sens régional. Donc, en gros, on fait en Europe ce qui est vendu aux Européens, on fait en Asie ce qui est vendu aux Asiatiques, on fait aux Amériques ce qui est vendu dans les Amériques. Donc, on est plutôt sur des logiques de production régionale et plus sur des logiques de production globalisée. Alors, explication de ça... Alors, comme vous disiez, ça explique que le commerce mondial croît moins vite maintenant que le PIB mondial, puisqu'on a pu ces transferts de pièces. Explication 1, les chaînes globales sont extrêmement fragiles. Si vous avez un problème dans une unité de production, tout s'arrête. C'est Fukushima, le tsunami alors, on a vu 2011. Fukushima, vous avez un problème sur certaines pièces électroniques de voitures, donc vous arrêtez de fabriquer des voitures dans le monde entier, quoi. Donc on se dit c'est quand même très fragile. 2, alors votre explication, les coûts de production dans les pays émergents, particulièrement en Chine, augmentent, donc c'est plus tellement rentable d'un point de vue productif. 3, on s'est aperçu que c'était extrêmement rigide comme structure de production. Vous faites des vêtements, par exemple, et si vous êtes dans une chaîne mondiale, vous prévoyez votre collection et ensuite vous avez votre collection. Si vous voulez pouvoir ajuster très vite, changer les coloris, parce que la météo est pas... il faut être dans une production beaucoup plus proche de vous, avec beaucoup plus de flexibilité. Donc la flexibilité, et puis les gouvernements. Les gouvernements demandent ce qu'on appelle du contenu local. Donc ils veulent que ce qui est vendu aux gens d'un pays soit produit dans le pays. Si on vend des Rafales aux Indiens, c'est parce qu'on va les faire en Inde. Et on ne peut pas faire en France des Rafales qu'on vend aux Indiens. Vous n'allez pas vendre à un Chinois aujourd'hui une voiture qui n'est pas fabriquée en Chine. Donc la pression politique. Pression politique. Alors, le protectionnisme de Trump, c'est qu'un tout petit morceau de la pression politique. Et donc toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de se dire que la stratégie du 21e siècle, ça va être une stratégie où il va falloir aller produire plus près, à nouveau, de l'acheteur des biens. Donc on aura toujours des multinationales avec une organisation productive très différente. C'est-à-dire, au lieu de faire un bout de tous les biens dans chaque pays, elles vont faire tous les biens dans chaque région, quoi. Donc pour les acheteurs locaux de ces biens. Mais alors du coup, on recrée des professions intermédiaires. Lesquels ? Vous disiez... Ah oui, peut-être. Mais alors après, qui sont les gagnants et les perdants ? Oui, qui sont les gagnants et les perdants ? On voit où est-ce qu'on va investir dans ce modèle ? On investit pour vendre à l'acheteur
qui est proche. Et donc, on va investir là où la demande intérieure est forte. Parce que c'est là qu'on aura besoin de mettre des capacités. Et donc, les gagnants sont les pays à demande intérieure forte. Donc, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et du Sud, d'ailleurs de façon plus générale, l'Europe de l'Est, où il y a vraiment une très forte croissance. Est-ce que l'Afrique aussi pourrait rentrer l'Afrique, plus ou moins, parce que la croissance est forte, mais il y a une grosse composante matière première, mais peut-être certains pays africains, l'Afrique du Nord, en tout cas très certainement, un pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et puis alors, les perdants sont les pays à demande intérieure faible et qui vivaient du vieux modèle. Donc, j'ai pas beaucoup de demande intérieure, mais ce qui me tire ma croissance, c'est les exports vers la terre entière. L'Allemagne. Bon, l'Allemagne, la Corée, peut-être, vous voyez. Et alors, du coup, une note de bas de page, ça rend délirant le Brexit. Parce que l'idée du Brexit qui est on va plus travailler avec l'Europe, on va remplacer ça par des échanges commerciaux avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, dans ce nouveau modèle, ça n'a aucun sens. Les échanges se feront sur une base de production régionale. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au Royaume-Uni ? Il y a Airbus, BMW, Nissan, Toyota qui produisent, alors Airbus ouais, mais les constructeurs automobiles pour le marché européen. Et donc c'est une intégration régionale qui fabrique de la croissance. Vous ne pouvez pas remplacer ça par le Brexit, si vous voulez, c'est le modèle économique des années 90. C'est plus du tout le modèle économique d'aujourd'hui. Les États-Unis se situent comment ? Demande intérieure forte. Donc demande intérieure forte. Économie assez fermée. Ils s'en sortent encore une fois. Oui. Et les perdants, à nouveau, c'est les pays où les exports remplaçaient la demande intérieure, qui a fait aussi quelques pays d'Europe du Nord, comme la Belgique, les Pays-Bas. Alors, je reviens à la bipolarisation, maintenant, du marché du travail. Est-ce qu'avec ce mouvement de régionalisation, on va tout de même en sentir les bénéfices dans des marchés comme le marché du travail français ? Alors, à nouveau, on est sur une logique qui n'est pas nationale, qui est régionale. Donc, c'est l'UE. Et alors, nos pires ennemis, d'ailleurs, si vous regardez la situation d'un pays comme la France, en termes de concurrence, nos pires ennemis sont dans l'UE. D'abord, pour une raison, c'est que si l'UE, globalement, ou la zone euro, globalement, avait un problème de compétitivité, l'euro se déprécierait. Notre pire concurrent, c'est l'Espagne. On peut produire à peu près en Espagne tout ce qu'on produit en France dans l'industrie, simplement 25%, mais avec des prix 25% plus bas, avec des coûts 25% plus bas. Donc il ne faut pas être trop optimiste. On va retravailler beaucoup plus sur une base régionale, mais sur la base régionale européenne, il y a toute l'Europe de l'Est. Vous avez encore des salaires minima à 400-500 euros. Et puis, vous avez l'Espagne qui a fait un effort d'amélioration de sa compétitivité depuis 10 ans, très, très impressionnant. Vous avez l'Afrique du Nord, qui est dans cette région aussi. Les constructeurs automobiles, ils vont au Maroc et en Espagne. Donc, la fin de la mondialisation ne sonne pas comme la fin de la montée des inégalités. Elle peut, à nouveau, être favorable dans des pays deux groupes de pays, ceux dont on parlait avant. C'est des pays à demande intérieure forte. Et donc, il faudra être dans ce pays pour produire pour la demande du pays. Et des pays qui, dans une région, sont compétitifs. Alors, j'aimerais vous soumettre une idée tout de même à propos de cette bipolarisation du marché du travail. Vous insistiez sur l'effet assez destructeur de la technologie. Et j'aimerais faire un lien avec notre autre émission sur la montée de la finance, et on parlait des politiques expansionnistes des banques centrales. Mais est-ce que finalement, avec des politiques de taux d'intérêt quasiment à zéro, les banques centrales ne favorisent pas une mauvaise allocation du capital, c'est-à-dire ne maintiennent pas à flot, notamment dans le secteur technologique, des sociétés qui ne sont pas rentables, mais qui vont produire de la technologie disruptive et qui va favoriser la destruction d'emplois par ailleurs. Et en faisant ainsi, est-ce que les banques centrales n'empêchent pas, en fait, la partie non techno de l'économie de s'adapter, puisqu'elle accélère le processus d'innovation? Il y a deux choses dans votre question. Si les taux d'intérêt sont de zéro, on peut investir dans des investissements d'horizon très long. Et ceci, normalement, est bon. Si vous avez une start-up dont vous savez, dans je sais pas quoi, dans la pharma, dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé, on va avoir plein d'exemples, dont vous savez qu'elle va perdre de l'argent pendant 10 ans puis qu'elle va en gagner, dans un monde de taux d'intérêt zéro, vous pouvez investir dans cette start-up. Dans un monde de taux d'intérêt à 10%, vous ne pouvez pas. Donc quand même, ça c'est positif.
Hein, vous pouvez investir dans du long terme, puisque vous actualisez à des taux très faibles. Je ne parle pas du principe, hein, je suis d'accord sur le principe. Mais par contre, vous avez l'autre versant, c'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Les zombies, c'est des entreprises qui devraient disparaître parce qu'elles n'ont pas justement fait de progrès technique, elles ne se sont pas modernisées, elles n'ont pas de nouveaux produits, et qui ne survivent que parce qu'elles paient 0 d'intérêt sur leur dette. Aujourd'hui, d'après les travaux de la Banque des règlements internationaux, il y a à peu près 13% d'entreprises zombies dans l'OCDE, alors qu'on était il y a 10 ans à 2%. Et donc on a plein d'entreprises qui auraient dû mourir et qui ne sont pas mortes grâce au taux zéro. Et ça freine le progrès. Hein. C'est l'inverse de Schumpeter. Hein. C'est les mauvais restes, quoi. Au lieu de disparaître au profit des bons. Et vous faites des choses qui en plus sont socialement très dangereuses, puisque vous maintenez artificiellement l'emploi dans des entreprises dépassées. Ce qui fait qu'un jour, ces salariés, au lieu de les reconvertir, de les reformer, on leur a fait croire qu'ils pouvaient rester dans leur entreprise dépassée, et puis ça finira par mal tourner quand même. Donc vous avez les deux. Le premier côté, le second côté, il est bien connu, les zombies, c'est un sujet... Mais moi, je ne parle pas tellement des zombies. En fait, ma question, elle porte plus sur un cadençage de l'innovation. Parce que, en favorisant ces entreprises qui sont disruptives par essence, oui, et elles apporteront des choses pour beaucoup, on empêche, parce qu'on accélère leur rythme d'innovation, on ne donne pas le temps au reste de la société de digérer cette innovation. Ouais, je ne sais pas si j'adhère à cet argument-là. Moi, j'aime bien mon argument qui consiste à dire une nouvelle technologie, c'est... Regardez dans le passé, regardez les voitures, enfin regardez l'électricité. Ça met très longtemps à générer des entreprises profitables. Et donc, il faut, si on veut développer de nouvelles technologies, être capable de prêter ou d'investir en capital dans des entreprises qui ne sont pas profitables très longtemps. On ne peut pas investir que dans les trucs qui sont profitables tout de suite. Et plus les taux sont bas, plus c'est facile d'investir dans des entreprises qui ne seront profitables que plus tard. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt sensible à ce terme-là. On redonne... et c'est le même débat qu'on a sur les investissements publics. Dans un monde de taux d'intérêt très bas, les États peuvent peut-être faire des investissements de très long terme qu'ils ne pourraient pas faire dans un monde d'intérêt beaucoup plus élevé. Donc moi, je pense que le côté positif des taux d'intérêt bas, c'est qu'on peut regarder le long terme, quoi. Alors évidemment, après, et vous en parliez tout à l'heure, ce qui est choquant, c'est que les exigences de rentabilité du capital n'ont pas suivi les taux d'intérêt. Hein. Et donc, si on demande 15% de rentabilité du capital aux États-Unis, alors que les taux sont à 2, et on demandait 15% quand les taux étaient à 7. Hein. Donc, il faudrait aussi, pour que ça soit parfait. Donc, dans les financements en dette, il n'y a pas de problème. Les financements en dette, aujourd'hui, peuvent financer le long terme. Le financement en equity, peuvent toujours pas, quoi, hein, puisque l'exigence de rendement du capital en action est restée extrêmement élevée malgré la baisse des taux. Donc, il faudrait modérer... Il faudrait réduire les exigences de rentabilité du capital en action. Bon, mais ce que je retiens là de ce second entretien, c'est que tout de même, la mondialisation est en train de vivre ces derniers jours et que la régionalisation l'emporte, qu'on va avoir de nouveaux gagnants, de nouveaux perdants, mais que pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui d'un déclassement social, ce n'est pas forcément l'avènement du grand soir. Hein. Sauf s'ils sont dans des pays, ils sont en Espagne, parce que eux voient les investissements arriver pour vendre aux Européens. Effectivement, les pays qui ont un problème de compétitivité ne profiteront pas de cette relocalisation. Patrick, merci. Merci Vincent.